À la page 40 de l'annexe 1, on débute une nouvelle section, les métaux et les alliages. Avant de faire cette première page-là, je vais sauter momentanément dans la table des matières pour vous montrer qu'on a quelques pages, là, à peu près 8 pages, sur les métaux et les alliages, là, au travers 3 grandes sections, donc l'acier, métal évidemment couramment utilisé, la fonte, dans notre région évidemment très intéressant, l'aluminium, et le cuivre aussi qui est grandement utilisé et grandement recherché aussi par les voleurs. De retour à la page 40, je ne vous ferai pas la lecture, c'est de la lecture du début à la fin, donc on va arrêter la vidéo dans quelques secondes, puis prenez connaissance de ce qu'il y a là. J'attire votre attention qu'il y a quelques paragraphes sur un métal en général, qu'est-ce que c'est, un alliage, quelques paragraphes à lire sur qu'est-ce qu'un alliage, et deux alliages intéressants, l'acier, un paragraphe, un autre sur la fonte, un autre alliage intéressant, et ça continue aussi sur les alliages de cuivre, laiton, bronze, alliage d'aluminium. À la page 41, dans une première sous-section de notre section 4, on va commencer par parler de l'acier, donc arrêtez la vidéo pour lire les premiers paragraphes jusqu'au graphique. Le graphique qui nous est montré là, c'est l'utilisation qu'on fait de ces différents alliages d'acier-là. On voit que les aciers sont recatégorisés en termes d'acier doux, mi-dur, dur, très dur. Donc ça, évidemment, un acier, ça nous apparaît toujours comme étant relativement dur, mais il y a des aciers qui sont toute proportion gardée quand même, ce qu'on considère comme des aciers doux, qu'on arrive à marquer avec l'ongle ou des choses comme ça. Donc c'est beaucoup d'utilisation de ces différents types d'acier-là. Et ce qu'on a sur l'axe des X, c'est le pourcentage de carbone qu'ils contiennent, parce que l'acier, c'est un alliage avec du carbone. Donc en bas de 2% de carbone, même en bas de 1,5%, là, déjà ça commence à être rarement utilisé. Hein. En bas de 1,5, on a différentes formes d'acier et leur utilisation, donc ceux qui sont plus utilisés de mi-dur et dur. Il y a une gamme de carbone que même si on met aux alentours de 2%, 3% de carbone, on appelle ça des aciers sauvages. Donc, ils ne doivent pas avoir des comportements qu'on aime. Quelqu'un qui est sauvage, c'est ce qu'on dit. Donc, c'est des choses qui sont rarement utilisées, donc qui n'ont pas des caractéristiques intéressantes là, pour leur utilisation. Et après ça, on a des aciers qui contiennent 3% et plus de carbone qu'on va appeler des fontes. Et là, ben, j'ai un niveau d'utilisation variable, les fontes qu'on utilise beaucoup, entre 3 et 4%, puis un autre type de fonte là, pour un procédé industriel qu'on appelle l'affinage, là. Donc entre 4 et 5%. Dans le bas de la page, ben, vous avez des illustrations là, de poutres qu'on fabrique avec de l'acier. Donc, quel est le profil de la poutre, la section de la poutre, quand on la coupe, quelle forme qu'elle a. À la page 42 de l'annexe 1, on continue avec l'acier. Évidemment, il y a une quantité phénoménale de différents alliages d'acier. Donc, pour pouvoir les différencier, il y a eu des systèmes de classification qui ont été mis en place. L'un des plus utilisés, c'est le système de classification SAE. Donc, prenez le temps d'arrêter de lire les quelques phrases qu'il y a ici. Donc, il faut savoir, au besoin, retrouver l'information dans un code SAE, dire que j'ai un acier 2360, ben, ça nous donne déjà de l'information si on a une enquête à faire. Évidemment, on peut retrouver ce genre d'informations-là sur Internet. Bon, on va le faire ici pour apprendre à interpréter. Donc, le premier chiffre qui est donné, le 2, je m'en vais dans le tableau en bas. Donc, dans la colonne, premier chiffre, vis-à-vis le 2. Donc, ça me dit que j'ai un acier ou nickel. Donc, j'ai déjà une première affirmation. C'est un acier. C'est sûr qu'il va contenir du carbone. Un acier contient toujours du carbone. Mais lui, c'est un acier, en plus, qui contient du nickel. Le deuxième chiffre, le 3. Là, évidemment, quand je m'en vais dans la colonne deuxième chiffre, je ne prends pas le 3 qui est écrit ici, parce que ça, c'est des chiffres, 0, 1, 2, 3, comme deuxième chiffre, qui vont quand c'est écrit 1 en premier. Mais là, si c'est écrit 2 en premier, ben, je ne peux pas aller avec ces chiffres-là. Ce n'est pas dans la même ligne, si on veut. Donc, maintenant, je dois dire que mon 3 en deuxième chiffre veut dire le chiffre correspond à un dosage particulier. Évidemment, il faut avoir des tables encore plus complètes. Mais le 3 ici, pour un acier au nickel, signifie 3,5% de nickel. Okay? Donc, c'est très particulier. Donc, dans le cas ici, mon 3 signifierait que justement, j'ai un acier au nickel puis qui contient
0,5% de nickel. Les troisième et quatrième chiffres, là, veulent toujours dire la même chose, que je sois pratiquement n'importe où dans le tableau. C'est le pourcentage de carbone. Donc 6,0, ça veut dire 0,60. C'est pas 60%. Là. On écrit deux chiffres, mais on a toujours très peu de carbone d'un acier. Donc le 60 à la fin, c'était 0,60% de carbone. Le 3 au milieu, ben, dans ce cas-ci, nous disait 3,5% de nickel. Donc il y a le deuxième chiffre, des fois, qui donne beaucoup d'informations, puis là, que ça nous prend vraiment une table particulière. Le premier est facile à interpréter, le dernier aussi, mais le deuxième, les deux derniers, le deuxième est plus difficile à interpréter. On va faire un autre exemple de ça. Un acier 10-35. Donc le 1 vient nous dire que j'ai un acier au carbone. Je me mets maintenant vis-à-vis le 1 de acier au carbone. Le 0 comme deuxième chiffre. Alors que maintenant, je suis vis-à-vis tout ce qui est ces lignes-là. Ben, c'est le 1 pur qui est ici. Pas le 1 pur, mais le 0 pur. Hein, j'avais 1, 0. Ben, le 1 veut dire acier au carbone. Le 0 en deuxième veut dire c'est donc un acier au carbone pur. Il n'y a pas eu d'autres éléments d'ajouter. Et le 35 de la fin, ben, je l'interprète toujours comme étant mon pourcentage de carbone. Il y a 0,35% de carbone dedans. À la page 43, on poursuit les aciers. Les systèmes de classification, il y a des choses qui s'ajoutent à ce qu'on vient déjà de voir, souvent des lettres à la fin qui vont être liées au traitement qu'on a fait subir à l'acier. Donc, quand il est trempé dans l'eau, c'est-à-dire qu'il a été probablement chauffé, puis après ça refroidi dans l'eau, la lettre W, qui a subi un traitement qui le rend plus résistant au choc, la lettre S, d'autres lettres associées à ce S-là aussi, donc SOSASD, qui a été traité par un traitement à chaud, la lettre H, puis des chiffres pour d'autres informations, etc. Donc, au besoin, il faut être capable d'aller chercher le système de classification qui nous permet d'interpréter le type d'acier qu'on a. Un acier grandement utilisé, il nous manque le titre ici, c'est un acier grandement utilisé, comme je viens de le dire, puis qui contient du chrome, du nickel souvent. Donc, acier avec du chrome dedans, généralement pas beaucoup de carbone, utilisé en coutellerie, donc nos ustensiles, roulement-billes, limes, ciseaux, c'est des aciers inoxydables. Donc, prenez le temps de prendre connaissance de ce qu'on a sur cette page. La section acier se poursuit à la page 44 de l'annexe E avec les traitements que je viens de mentionner tout à l'heure. Donc, les traitements qu'on peut faire subir pour modifier les propriétés de notre acier. Il y a beaucoup de traitements qui sont de type thermique, puis qui vont permettre d'apporter des modifications caractéristiques du métal. Un traitement qui consiste à chauffer l'acier jusqu'à une température critique va nous amener à changer la composition de l'acier. Donc, ce chauffage-là, on appelle ça du durcissement. Okay, ça nous permet de faire durcir l'acier, ce qu'on appelle en anglais le hardening, le rendre plus dur, si on veut. Donc, vous prenez le temps de lire. Là, je vous présente les grands titres. Il y a un autre type de traitement qu'on appelle le revenu, en anglais le tempering. Donc, après l'avoir durci, il y a un inconvénient de durcir de l'acier, c'est qu'il devient fragile, donc cassable. Donc, il y a possibilité de modifier à nouveau cette caractéristique-là pour essayer d'avoir les deux en même temps, dur et pas trop cassable. Donc, c'est un autre procédé de chauffage. Ici, on parle aussi un peu de ce qui peut arriver, qu'on transforme l'acier. L'acier, initialement, c'est surtout de la ferrite. Donc, je ne rentre pas dans les détails. De la cémentite, de la perlite, c'est différentes formes d'acier. On la chauffe une première fois, puis on la transforme, on va avoir de l'acier austénite. Avec un microscope électronique, on pourrait voir que l'acier s'est transformé, la structure interne s'est transformée. Et grosso modo, dépendant de ce qu'on veut obtenir, il y a deux types de refroidissement. Donc, soit qu'on va le refroidir lentement, puis on va obtenir de la ferrite, de la cémentite ou de la perlite, qui va avoir certaines propriétés, ou on le refroidit rapidement, puis on va avoir de la martensite. C'est bien, on peut réussir à obtenir très dur quand on fait ça, mais en même temps, c'est très cassant. C'est l'inconvénient de l'un et de l'autre. Bon, il y a des façons, comme je le disais tout à l'heure, de retravailler par après pour essayer d'être très dur puis de diminuer l'aspect cassant. Entre autres, on peut faire un recuit, donc rechauffer de nouveau, en anglais annealing. Donc, prenez le temps de savoir que ça existe, que vous pouvez retrouver l'information, soit ici ou soit sur Internet, là, en temps et lieu.
La section acier se poursuit encore à la page 45 avec 3 autres types de traitements qu'on peut voir. Fait que prenez le temps de lire et de voir ces termes-là pour savoir que ça existe. Plus intéressant, moi je vais attirer votre attention sur le graphique qui est en dessous. Qu'est-ce qu'on a tracé là? C'est les différents traitements qu'on peut faire subir. Et sont présentés, la plupart, si vous avez lu, la plupart du temps implique la température, ces traitements-là. Donc ça, c'est la température à laquelle je traite mon acier. Et ça, c'est le temps relatif, donc combien de temps que je suis à ces différentes températures-là. Donc si mon seul but, c'est de rendre l'acier le plus dur possible, on a le procédé qui s'appelle durcissement. Évidemment, il y a une cible, une température critique où il se passe quelque chose, que à l'interne, il y a des changements qui se passent à l'interne de l'acier. Donc si je veux durcir, je vais le chauffer jusqu'à dépasser cette température critique-là. Donc je vais chauffer plus ou moins rapidement. C'est pas très critique là, cette étape-là. Ce qui est plus critique, c'est le temps que je vais passer au-dessus de la température critique, une température donnée. Le plus longtemps que je reste là, ça peut changer mes caractéristiques, mais je refroidis rapidement, je vais avoir un acier très dur. Donc, vous voyez, le refroidissement, c'est très, très rapide. Je peux faire seulement ce traitement-là, puis je peux en additionner d'autres après, ce qu'on appelle le traitement du recuit. C'est de monter la température plus lentement, parce que là, il faut faire attention, on ne veut pas rester trop longtemps en haut de la température critique. On veut juste la dépasser un petit peu, puis peut-être redescendre rapidement, pas autant rapidement que pour un durcissement. On va appeler ça la normalisation, donc je vais avoir un acier qui a des caractéristiques différentes. Mais le vrai recuit, lui, je vais refroidir très, très lentement. Donc, je vais avoir juste été chercher ma température critique, puis je vais refroidir lentement, je vais avoir un acier, je vais avoir fait le procédé de recuit, puis je vais avoir des nouvelles caractéristiques. Probablement que je vais avoir encore ma partie durcissement, mais un petit peu moins cassable. Encore une fois, si je veux relâcher les contraintes, parce qu'évidemment, quand on dit qu'il est cassable, c'est probablement qu'on a créé beaucoup de contraintes internes. On reviendra à ces termes-là quand on va faire la résistance des matériaux. Donc, je peux aussi le chauffer, puis en deçà de la température critique. Donc, c'est juste un chauffage. On va appeler ça là, le relâchement des contraintes. Puis, à quelque part, il y avait le durcissement. À la fin du durcissement, je peux décider de faire un revenu. Donc, je peux soit le refroidir à la température que je vais l'utiliser, ou après avoir fait le refroidissement, de faire un petit revenu. Ça ressemble un peu au relâchement des contraintes, mais ça vient tout de suite après le durcissement. Donc, vous voyez, c'est la façon de traiter mon acier en fonction du temps va me donner des caractéristiques différentes. Ça porte des noms différents et ça donne des caractéristiques différentes. Évidemment, je ne veux pas faire des spécialistes de ça avec vous, je veux juste que vous soyez conscient que ça existe. À la page suivante, continuez à faire de la lecture. Là. Cette fois-ci, c'est un autre type d'alliage, c'est la fonte. Donc, basé aussi sur le fer et le carbone, mais c'est un alliage qui est différent et qui a des caractéristiques différentes. Quand vous allez faire la lecture, vous allez voir qu'il y a la fonte blanche puis la fonte grise, donc on casse, puis ça va. Ces deux noms-là, c'est souvent lié à quand on regarde la section qu'on a cassée, là, quelle couleur qu'il y a à l'intérieur. La fonte blanche, entre autres, c'est utilisé dans les freins de voiture, dans les supports de roulement à billes. Donc la bille n'est pas en fonte comme telle, là, dans les bearings. Le bearing n'est pas en fonte, mais le bearing va faire son travail là, en frottant sur une autre pièce. Ces pièces-là sont souvent en fonte blanche. On termine la section 4 là, à la page 47, cette fois-ci en parlant de l'aluminium et le cuivre. Évidemment, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est intéressant de parler un petit peu de l'aluminium. Gros paragraphe sur l'aluminium. Et le cuivre, c'est un autre matériel qui est un matériau métal qui est grandement utilisé. Puis on rencontre deux grands alliages de cuivre. L'un où on rajoute du zinc au cuivre, puis on va fabriquer ce qu'on appelle les laitons. Donc un laiton, c'est du cuivre allié à du zinc. Et il y a l'étain aussi, entre autres pour faire les soudures. Donc on rajoute de l'étain au cuivre, on va former ce qu'on appelle les bronzes.